Personne ne sait vraiment combien elles sont. Peut-être une trentaine, posées sur la vase. Elles sont les derniers vestiges des 394 bateaux enregistrés dans la baie de Saint-Pierre en Martinique, peu avant l'éruption de la montagne Pelée. Elles reposent là, comme le jour du naufrage. Toutes ces épaves ont un nom, parfois erroné, et une histoire commune. En cette année 1902, la ville de Saint-Pierre va vivre une terrifiante tragédie humaine. Elle est alors magnifique et dynamique. Sa beauté et son opulence font de Saint-Pierre la perle des Caraïbes. On la surnomme alors le Paris des Antilles. Mais le 8 mai au matin, la montagne Pelée s'ouvre, expulsant un immense nuage de cendres, de roches et de gaz brûlants. La nuée ardente fonce à près de 500 km/h sur la rade de Saint-Pierre, pulvérisant et calcinant tout sur son passage. En quelques secondes, la ville n'est plus qu'un champ de ruines. Saint-Pierre a cessé d'exister. Et avec elle, plus de 26 000 personnes. Aujourd'hui, de cette tragédie, il ne reste plus que des ruines et un cimetière sous-marin, au milieu duquel repose à tout jamais le Biscaye, un navire commercial emblématique d'une île qui fut longtemps la principale plaque tournante des Antilles. Nous sommes près de Morne-Rouge, sur les flancs de la montagne Pelée. Guillaume, volcanologue, et son collègue Jean-Gilles se lancent sur le sentier raide et escarpé qui les mènera jusqu'au sommet de la montagne Pelée. Aujourd'hui, on va au deuxième refuge, récupérer les données GPS de notre station. Ça nous permet en fait de détecter d'éventuels mouvements de la montagne Pelée si du magma arrive en profondeur. C'est un scénario qui est tout à fait possible. La montagne Pelée, c'est un stratovolcan qui est pour l'instant dans une phase un peu endormie, mais qui pourrait très bien se réveiller un jour. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on n'observe rien, mais on continue la vigilance et d'acquérir ces données pour voir si un jour il se passe quelque chose. J'ai l'impression que ça se couvre un peu. Ouais, ça va être long. Ouais. Il faut compter au moins 1h30 pour atteindre la caldeira et le haut de la Pelée 2h30, 3h. La caldeira, c'est le cratère volcanique situé sous le sommet de la montagne Pelée. Car ce volcan, au versant très pentu, que Guillaume ne quitte jamais des yeux, est toujours actif. Il a été formé au fil des siècles par l'accumulation des coulées de lave. Il fait l'objet d'une surveillance accrue depuis qu'Alfred Lacroix, le père de la vulcanologie française, s'intéressa à lui, au début du XXe siècle. Depuis, les vulcanologues se succèdent à son sommet. Bon, j'ai l'impression que ça va. Tous les voyants sont bons. Donc on va pouvoir retirer la carte.
C'est dans ce petit refuge, situé à 1000 mètres d'altitude, que des capteurs GPS enregistrent les déformations du sol et les moindres soubresauts du volcan. Guillaume, c'est bon pour ici. Hein. Ok, merci. Alors, est-ce que la montagne Pelée va se réveiller un jour? C'est une question évidemment à laquelle il est difficile de répondre en l'état actuel des connaissances. C'est un volcan école, la montagne Pelée. Il est connu par tous les volcanologues du monde entier. L'éruption de 1902 qui détruisit Saint-Pierre, c'est l'exemple type du stratovolcan dangereux. Un stratovolcan, c'est un volcan explosif, à l'image du Vésuve, qui ensevelit Herculanum et Pompéi. Deux millénaires plus tard, c'est au tour de la Martinique de subir les foudres dévastatrices d'une éruption volcanique explosive. La montagne Pelée, en ce début de siècle, manifeste des signes avant-coureurs. Pourtant, la ville de Saint-Pierre n'y prête pas attention. À cette époque, la ville rayonne dans le monde entier. Sa beauté et son opulence font de Saint-Pierre la perle des Caraïbes. Un lieu incontournable où il est bon ton de se montrer. C'était le Paris des Antilles. Saint-Pierre, c'était la ville de cœur de tout le monde. Il y avait quelque chose en fait d'incroyablement magique en fait dans cette ville et qui était sous cette montagne on le voit de façon qui respire une certaine sérénité, mais une sérénité dangereuse en fait. Elle est fascinante de par sa dangerosité aussi. On vit sous une espèce de volcan. Pour trouver trace de ce Saint-Pierre du début du siècle, il faut se rendre à la bibliothèque Schellcher, à Fort-de-France. Corinne Plantin, historienne, est spécialiste de cette époque fastueuse. Au loin, la mer déroulait sa large nappe bleue, s'étendait jusqu'aux confins de l'horizon et balançait mollement les navires ancrés dans la rade. Située au nord de l'île, sur la côte Caraïbe, la ville de Saint-Pierre est dominée par la montagne Pelée qui la protège des alizés et fait de sa baie un site de mouillage idéal. Les navires de commerce viennent s'ancrer en toute sécurité à quelques dizaines de mètres de la côte. À cette époque, Saint-Pierre ne possédait pas de quai de déchargement. Ce flux de bateaux dynamisait en permanence la capitale de Saint-Pierre. Saint-Pierre recevait la mélasse, le café, la vanille de Guadeloupe. On recevait la morue de Saint-Pierre-et-Miquelon, le sel de Saint-Martin et aussi les bois précieux de Guyane. Saint-Pierre était une vraie plateforme culturelle, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'il disposait d'un théâtre très connu, mais également des cabarets, des lieux de loisirs, des bals populaires. C'est un lieu connu aussi pour ses belles femmes. D'ailleurs, il y a une chanson sur les femmes de Saint-Pierre, Moins décent de Saint-Pierre. La ville est alors magnifique et dynamique. Saint-Pierre était vraiment animé en permanence. Donc on avait l'impression que Saint-Pierre était un petit Paris, d'ailleurs c'est le surnom qu'on lui donne, la perle des Antilles, une espèce de reproduction de Paris, mais en miniature dans les Antilles françaises. Au début de l'année 1902, les premiers signes avant-coureurs de la catastrophe se manifestent.
Des lueurs apparaissent au cratère du volcan. Le village du prêcheur est recouvert de cendres. Et puis il y a les élections législatives. Après un premier tour serré, le suspense est tel qu'il fait en partie oublier aux Pierrotins les grondements incessants de la montagne de feu, comme l'appellent les indigènes caraïbes, à cause des lueurs rougeâtres qui s'en dégagent. L'odeur de soufre devient insupportable. Les Pierrotins arpentent les rues, mouchoirs sur le nez. Les premières victimes de la montagne pelée sont répertoriées à la distillerie Guérin. Le père de Madame Chaumont-Lamotte y était. Il laissera à sa fille de nombreux témoignages qu'elle a partagés au fil des années avec Corinne, notre historienne de Fort-de-France. Papa a été en classe au collège de Saint-Pierre. D'accord. Il avait 17 ans quand même. Hein. Et le 5, ils sont allés se baigner à l'usine Guérin. Donc, ils sont allés prendre leur bain, ils sont rentrés chez la vieille tante pour déjeuner à midi. Et un moment après qu'ils se soient mis à table, la voisine est arrivée en criant que l'usine avait disparu, que la boue avait englouti l'usine. C'était le 5. Le 5. Et papa écrit, à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir peur. 23 personnes meurent dans la coulée de boue qui emporte la distillerie. Le père de Madame Chaumont-Lamotte en réchappe. Mais comme la plupart des Pierrotins, il n'est pas encore décidé à partir pour une simple raison. On croyait que c'était de la lave qui allait couler. Et comme il y avait 3 rivières entre la montagne et la ville, il y avait de quoi écouler toutes les laves qui pouvaient couler. On ne connaissait pas cette forme d'éruption volcanique du tout. Les signes de l'éruption sont là. D'abord une pluie de cendres, puis des explosions. Son père finalement s'enfuit. Cela lui sauvera la vie. Je ne suis jamais arrivée à le faire enregistrer ce qu'il disait. Chaque fois qu'il me voyait sortir un magnétophone, il se taisait. Comme tous les gens qui ont vécu des drames, on ne veut plus en parler après. C'était trop dur. Ouais. J'avais toujours mon petit carnet dans mon sac et je prenais des notes sans qu'il sache pendant qu'il parlait, quoi. Le 7 mai au soir, les gens à Saint-Pierre pouvaient voir dans le ciel des lueurs rouges assez tenaces qui correspondaient en fait à un dôme de lave qui était en train de se mettre en place. C'est du magma très très visqueux, tellement compact qu'il ne peut pas s'écouler sur les bords du volcan et faire de belles coulées de lave comme à Hawaï ou à La Réunion, et qui reste confiné dans le cratère en formant un dôme de lave. Et malheureusement, ce magma-là, en remontant, il amène avec lui du gaz, et cette forte quantité de gaz crée de l'explosivité. Et ce qui s'est passé au matin du 8 mai 1902, c'est que le dôme a explosé à sa base en générant ce qu'on appelle une nuée ardente. Le 8 mai 1902, la ville de Saint-Pierre bascule dans la tragédie. Le haut de la montagne pelée explose. Une masse grise et rocheuse qui n'a pas encore de nom déferle sur la ville. La vulcanologie balbutiante lui en donnera un. Une nuée ardente, pour qualifier ce nuage incandescent, aussi large que haut, qui dévale les pentes du volcan à plus de 500 km/h. Sa température avoisine les 500 degrés. En quelques minutes, Saint-Pierre et ses alentours sont rayés de la carte. Le phénomène de blast, le souffle de la déflagration et cette nuée ardente, une déferlante de roches et de gaz, vont tout détruire sur leur passage, ne laissant que ruines et désolation. 26 000 personnes vont perdre la vie, brûlées vives ou asphyxiées, sur terre mais aussi en mer.
La rade de Saint-Pierre et les nombreux bateaux qui y mouillaient sont également touchés. L'obscurité est totale. Les mâts, les gréements, les coques, les équipages et les cargaisons disparaissent sous ce déluge. Michel Métairie, membre de l'équipage de la Calypso et fidèle du commandant Cousteau, s'est intéressé toute sa vie aux épaves de Saint-Pierre. Il y a beaucoup de bateaux qui ont atterri, ceux qui ont lâché les amarres et qui ont brûlé sur la berge. Il y a ceux qui sont partis, il y a sûrement qui ont cassé les amarres. Donc il y avait beaucoup plus de bateaux dans la rade ce jour-là que ce qu'on a trouvé après. Difficile de savoir précisément le nombre de bateaux présents le jour de l'éruption de la montagne Pelée. Alors Michel se plonge dans les archives. Et c'est un coup de pouce du destin qui va débloquer la situation. Un soir de février 1974, l'un de ses amis lui demande s'il peut aider son cousin pêcheur à Saint-Pierre. Il m'a dit qu'un de ses parents avait coincé son filet dans la rade de Saint-Pierre. Et là, évidemment, j'ai plongé le lendemain là-dessus. Et là, au bout du filet, il y avait l'épave de rêve, quoi, ce que je souhaite à tous les plongeurs du monde. L'équilibre parfait des spongiaires avec les poissons qui vivent au même endroit. Il y a une harmonie complète. Et c'est là où on se rend compte que là, on est le premier sur ce bateau. Depuis, Michel et son ami Teddy Albert ont découvert la plupart des épaves de la rade de Saint-Pierre. Non sans mal d'ailleurs, car beaucoup de navires se ressemblaient et leur identification n'était pas simple. D'après les témoignages que j'avais, la Gabrielle qui appartenait à la maison Knight à l'époque, qui était mouillée à l'emplacement traditionnel, c'est-à-dire face au quartier Figuier qu'ils appellent. Et quand il a coulé, il y a des survivants qui l'ont vu rester assez longtemps entre deux eaux, les mâts dépassés, parce qu'il était chargé de fûts vides. Et évidemment, quand j'ai plongé sur ce bateau, j'ai trouvé plein de tonneaux. Voilà, j'ai pensé que c'était la Gabrielle. Pourtant, il y a un problème de taille. Selon les archives de la Lloyd's, la Gabrielle est enregistrée pour 23 mètres. Dans l'eau, l'épave en fait plus de 40. Une seule explication, la Gabrielle n'est pas la Gabrielle. L'épave se révélera être plus sûrement la Biscaye. Ce 3-mâts de 59 tonneaux construit à Bilbao en 1878 et armé à Bordeaux faisait la navette entre son port d'attache, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Saint-Pierre de la Martinique. Le Biscaye était à Morutier, avec à son bord 10 hommes d'équipage. Il revenait de Saint-Pierre-et-Miquelon après une grosse saison de pêche, sous le commandement de Julien Trévilly. Quelques jours avant d'arriver, les matelots écrivaient « Les cales sont pleines, marre du froid, hâte de revenir au pays pour un peu de chaleur. » Le Biscaye et ses 10 hommes d'équipage entreront le 27 avril 1902 dans la rade de Saint-Pierre pour ne plus jamais en ressortir. Bon. Tu peux avancer, hein, on est là-dessus. Voilà. Oui, tu vas te prendre à l'arrière. Michel Métairie continue de plonger avec Teddy sur les épaves de la rade de Saint-Pierre pour les protéger et pour ne pas qu'elles disparaissent de la mémoire des Pierrotins. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, dans le triangle où il y a ces épaves, il y a une protection. Il y a 3 croix de Saint-André qui interdisent le mouillage au milieu des épaves, ce qui se pratiquait avant, de façon claire. Donc là, quand même, elles sont un peu protégées, quoi. Hein.
La plongée du jour n'est pas qu'une simple balade. Aujourd'hui, on a décidé d'aller faire quelques images puisqu'on envisage de les montrer ensuite à une école à Saint-Pierre. Voilà, donc Michel, il est beaucoup dans la transmission en ce moment. Montrer aux jeunes Martiniquais leur patrimoine sous-marin, puisque effectivement ils ne peuvent pas aller sous l'eau et donc c'est une manière de transmettre en fait. Michel, il a de la bouteille, comme on dit. Donc, voilà, pour moi en tout cas c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et qui est un exemple en tout cas. Malgré ses 80 ans et plus de 1000 plongées dans cette rade, Michel est toujours le premier à l'eau. Pour apercevoir l'épave du Biscaye, il faut descendre à plus de 35 mètres, vers le fond de la rade. Du bateau, il ne reste qu'un amas de planches de bois, comme posées sur le sable. Le vieillissement du bois fait que, évidemment, tout ce qui tient les structures, au bout d'un moment, lâche. Donc c'est plus le même, c'est sûr. Quelques-unes des plaques de cuivre caractéristiques des constructions de l'époque subsistent tout de même. Le Biscaye est couché côté bâbord avec les trois mâts couchés sur le côté. Il manque le capitaine à la barre, quoi. Aujourd'hui, cette épave fait le bonheur des poissons. Comme toutes celles de la rade, elles sont devenues des récifs artificiels.